Alors Bastien Lachaud, vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Cette deuxième manifestation de la CGT, elle a moins mobilisé que la première. Est-ce que c'est un échec? Écoutez, moi, c'est pas ce que j'ai vu hier, hein. J'ai vu des manifestants très déterminés, très motivés, très nombreux. Moi, j'ai vu les chiffres de la CGT, à peu près, c'était l'équivalent de la dernière fois. Ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, hein, c'est que quand on fait grève, on perd des journées de salaire. C'est un vrai sacrifice d'autant plus dans cette période de rentrée où il faut payer les frais de rentrée des enfants, etc., où il y a les impôts locaux qui s'avancent. Donc non, c'est une belle mobilisation, c'est une très belle mobilisation, c'est le mouvement, hein, vous l'avez dit dans vos reportages, hein, c'est un mouvement qui continue avec Alors on va en parler parce que vous, dès demain, vous appelez à manifester, La France Insoumise. C'est une manifestation qui aura lieu un samedi. Donc ça veut dire que vous attendez beaucoup de monde dans la rue? Écoutez, c'est une manifestation qui se veut très large, qui est ouverte à toutes et tous. C'est une manifestation qui a pour ambition de traiter l'ensemble du coup d'État social qui est en train de présenter Emmanuel Macron, hein, c'est-à-dire la question des ordonnances, mais la question des APL pour les jeunes notamment, hein, mais pas seulement, la question de la sélection à l'université, pour les retraités, l'augmentation de la CSG, pour les plus précaires, la suppression des emplois aidés. Donc vous voyez, c'est l'ensemble de ces mesures et de ces contre-réformes d'Emmanuel Macron que nous entendons dénoncer donc dans la manifestation de demain. Donc oui, je pense qu'il y aura beaucoup de monde demain dans les rues. Vous pensez que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur? C'est vrai qu'il y a d'autres manifestations qui sont annoncées. Les fonctionnaires le 10 octobre, les retraités avant, les routiers dès lundi. Vous pensez que ça peut vraiment Oui, agréger évidemment, sinon tous les mécontents? évidemment, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. Évidemment que les gens qui sont dans la rue le pensent aussi, parce que je vous l'ai dit, c'est un sacrifice que de manifester en faisant grève. Donc oui, il y a une multiplication de mouvements aujourd'hui qui ont leurs revendications propres, mais qui sont toutes contre le gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc évidemment, l'objectif est que tout cela s'amplifie, que tout cela se fédère. Sauf que c'est des manifestations qui sont quand même séparées. Il n'y a pas de mouvement unitaire. On a vu Philippe Martinez qui appelle à une grande manifestation unitaire. Il faudrait que tout le monde se rassemble pour que vraiment la mayonnaise prenne? Écoutez, il faut que les choses évoluent, que les mouvements sociaux ont leur rythme. Hier, dans la manifestation, il y avait, à Paris en tout cas, moi j'ai vu des représentants de l'ensemble des syndicats, ce qui n'était pas le cas le 12. Donc voilà, vous voyez, le mouvement s'élargit et s'amplifie. Il y a les signatures, aujourd'hui, la signature des ordonnances par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas trop tard finalement tout ça? Parce qu'on sait qu'elles vont être promulguées, elles seront applicables dans quelques jours. Donc finalement, à quoi ça sert en fait? En fait, elles sont applicables, certes, mais ça, c'est une des mesures antidémocratiques de la Ve République, mais parce qu'elles n'ont toujours pas été ratifiées par le Parlement. Mhm. Donc, Mais elles peuvent s'appliquer même si elles ne sont pas exactement, mais ratifiées, si ouais. le Parlement ne les ratifie pas, elles tomberont. Mhm. Donc, rien n'est fait. Et je vous rappelle que le CPE, le Parlement l'avait déjà voté quand Dominique de Villepin est revenu dessus en 2006. Mhm. Donc, l'histoire démontre bien que le mouvement social, la mobilisation du peuple peut faire céder un gouvernement qui, d'autant plus que celui de M. Macron, n'a pas une majorité populaire qui soutient son programme. Donc vous vous battez pour, enfin ou plutôt contre la ratification ici au Parlement Oui, et bien sûr, pour faire évoluer les décrets aussi? bien sûr, pour l'abrogation pure et simple de ces ordonnances. Donc, ou que Emmanuel Macron revienne dessus, ou que le Parlement refuse de les ratifier. Il suffit que le Parlement ne les ratifie pas, hein. Il n'y a même pas besoin d'un vote du Parlement, hein, si le président décide. Donc il y a une très large majorité ici pour La République En Marche, donc il y a quand même peu de... Il y avait une très large majorité pour Dominique de Villepin en 2006, il y avait une très large majorité pour Alain Juppé en 1995. Pour autant, les réformes ne sont pas passées et on a vu ce qu'il était advenu de ces deux premiers ministres. Il n'y a rien dans cette loi travail qui vous satisfait finalement? Il y a quand même la hausse de 25% des indemnités de licenciement. Vous ne voyez vraiment rien qui puisse aller dans le sens des salariés? Non, rien ne va dans le sens des salariés. L'augmentation de la prime des licenciements, elle est plafonnée pour les 10 premières années. Et surtout, la création de cette rupture conventionnelle collective, qui n'est Dans les rien... petites entreprises? Oui, dans toutes les entreprises, qui n'est rien d'autre qu'un plan social déguisé sans les droits du plan social, va faire que cette
seule mesure qui aurait pu être positive ne s'appliquera en fait à personne parce qu'il n'y aura plus de plan social dans ce pays. Le plafonnement des indemnités prud'homales, c'est pas bien aussi pour un salarié de savoir un peu combien il peut obtenir éventuellement? Là, on parle du plafonnement des indemnités prud'homales dans le cas d'un licenciement abusif. Abusif, c'est-à-dire un licenciement illégal. C'est-à-dire que là, la mesure, elle est à destination des employeurs qui, en gros, peuvent planifier le fait de licencier abusivement quelqu'un en sachant combien ça va lui coûter. On marche sur la tête, c'est la prime à la délinquance. Pourtant, on a sorti le harcèlement, la discrimination, mais pour vous, ça ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas. C'est des cacahuètes comparé à la destruction du CDI, à la destruction du Code du travail, parce que le CDI, c'est fini, il n'y aura plus de CDI. Aujourd'hui, on prévoit que dans les branches, on puisse négocier la multiplication des CDD à n'en plus finir. On crée le CDI de chantier qui qu'est-ce que c'est qu'un CDI de chantier? C'est un CDI qui se termine quand on a fini sa tâche. Et c'est-à-dire qu'à la fin, on n'aura pas l'avantage du CDD, c'est-à-dire on n'aura pas la prime de précarité. Et par contre, on a les inconvénients du CDD, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais de prêt bancaire. Et donc, on ne pourra jamais se lancer dans la vie. Donc, c'est la précarité à vie pour l'ensemble des salariés de ce pays. C'est ça, les ordonnances. Emmanuel Macron a parlé de fainéants, a dit que la démocratie n'était pas la rue. Et puis hier, il a salué une réforme qui plaît au patronat et au DRH. Comment vous interprétez, vous, ces prises de parole? Est-ce que vous les prenez comme une provocation à votre rencontre ou à celle des salariés mais en fait, je crois même pas que ce soit une provocation. Je pense que c'est juste la manière dont il voit le monde. C'est-à-dire un monde divisé en deux. D'un côté, ceux qui réussissent et qui sont l'oligarchie, c'est-à-dire ceux qui vivent du travail des autres, comme Madame Pénicaud, qui gagne 1 million d'euros en stock option en licenciant, en brisant la vie de 900 salariés chez Orange. Ça, c'est son modèle. Et puis, il y a le peuple qui sont des fainéants. Alors qu'en fait, c'est le peuple qui fait les richesses de ce pays. S'il n'y avait pas aujourd'hui des millions de travailleurs qualifiés, qui sont efficaces, qui sont productifs, nous avons quand même les travailleurs les plus productifs au monde dans ce pays. Il faut arrêter de toujours critiquer et dévaloriser notre pays et ses travailleurs. Et donc, très clairement, il a cette vision du monde. Et pour nous, au contraire, les fainéants, ce sont ceux qui s'enrichissent sur le dos des plus pauvres. Emmanuel Macron, il n'a pas été élu finalement pour faire cette loi travail? C'était dans son programme des priorités? Il n'a clairement pas été élu pour faire cette loi travail parce qu'il n'a pas été élu sur un programme. Il n'a pas été élu par adhésion. Il a été élu par défaut. D'ailleurs, même lui, il a fini par en convenir dans l'entre-deux tours qu'au second tour, les gens ne voteraient pas pour lui sur son programme, mais pour faire barrage à Madame Le Pen. Les gens ne voulaient pas qu'une fasciste soit au pays. Démocratiquement, il a fait plus de 50% des voix au second tour. Tout à fait, mais ça c'est un des problèmes de la Ve République, où avec quelqu'un qui obtient 17%, 18% des inscrits au premier tour, peut se targuer d'avoir été élu démocratiquement et d'appliquer son programme sans discuter avec personne. Ça démontre bien l'inanité de cette Ve République et de ses institutions. Que vous souhaitez changer, puisque vous appelez de vos voeux à une 6e République. Vous restez avec nous, on poursuit l'actualité avec cette crise ouverte au Front National. Hier, vous voyez du côté de la France Insoumise ce parti qui se divise devant vos yeux? Écoutez, c'est affligeant leur niveau de débat, les sujets qu'ils traitent. Aujourd'hui, les vraies questions, c'est la mise en œuvre du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, c'est la loi travail, et clairement, le Front National n'en a rien à faire, alors que c'est pourtant ce qui va toucher le quotidien de nos concitoyens. Donc voilà, c'est la démonstration une fois de plus que c'est un parti totalement inutile, qui ne sert à rien, qui se regarde le nombril et qui détourne l'attention sur des sujets sérieux. Alors hier, on a entendu Jean-Luc Mélenchon qui s'est immédiatement adressé aux électeurs du FN déboussolés. Vous espérez, vous, récupérer une partie de cet électorat? Écoutez, nous, on a un programme qu'on défend, un programme qui est cohérent, qui offre une alternative, une contre-société à la société qui est mise en œuvre aujourd'hui tant par Sarkozy, Hollande que Macron. Si des électeurs du Front National se reconnaissent dans ce programme, tant mieux, et qu'ils nous rejoignent. Il y a bien sûr aucun souci là-dessus. Mais nous, on n'espère rien de particulier. On travaille sérieusement. On offre aujourd'hui une alternative crédible et réaliste. Vient qui veut. On poursuit avec la journée parlementaire des Républicains qui a eu lieu hier à Troyes, dans le fief de François Baroin. La droite fracturée par la défaite.
Cet édito qui va vous interpeller, Bastien Lachaud, il est signé Rémi Godot du journal libéral L'Opinion, qui pose la question: à quand la fin du monopole Jean-Luc Mélenchon? Ne cherchez pas ailleurs, c'est lui, le maître étalon de l'ordre ou du désordre républicain, la grande horloge de notre vie démocratique, le référent père de la légitimité électorale, c'est lui, le leader maximo du dégagisme, le glorieux opposant du gouvernement, la digue contre la vague libérale, c'est lui, Jean-Luc Mélenchon se veut seul face à Emmanuel Macron, écrit l'éditorialiste, qui tente de mettre le leader de la France insoumise face à ces contradictions. Jean-Luc Mélenchon conteste la légitimité d'un président mal élu, mais néglige qu'il a été désigné dans la 4e circonscription de Marseille par 19,9% des inscrits. Il dénonce un coup d'État social, écrit l'éditorialiste, mais oublie que la sécurité sociale en 1945, ou la 5e semaine de congés payés et la semaine des 39 heures en 1982 ont été adoptées par ordonnance. Il entretient un anti-germanisme primaire, écrit l'éditorialiste, sans se demander pourquoi cette république bananière qu'est l'Allemagne, cet enfer basé sur un modèle de surexploitation sociale, s'apprête à élire pour la 4e fois Angela Merkel, etc., etc., etc. Je vous sens bouillir de l'intérieur, Bastien Lachaud. Non, mais là, on est dans l'outrance habituelle de ce genre de journal. Mais clairement, sur l'article de l'Opinion, mais il faut qu'il rénove ses fiches. L'anti-germanisme primaire, je ne sais pas, j'ai vu la une du Monde la semaine dernière qui expliquait que le modèle allemand conduisait à l'échec. Donc, ce qui était un anti-germanisme de notre part il y a 1 ou 2 ans, aujourd'hui est partagé par le journal de référence. Donc... Il a peut-être pas tout à fait tort quand même sur toutes les avancées sur la sécurité sociale, les semaines de congés payés, tout ça, ça avait été voté par ordonnance. Oui, mais ça avait été une méthode on peut pas comparer la situation de 1944-45 à celle d'aujourd'hui. Et les ordonnances je rappelle, sur la 5e semaine de congés payés, il y avait un mandat clair du Parlement sur des propositions claires du gouvernement. Là, le mandat qui a été confié par le Parlement au mois de juillet au gouvernement n'était pas un mandat clair, c'était un mandat qui portait sur la possibilité pour le gouvernement tout seul, en un mois, de réformer la totalité du Code du travail. C'est un vrai problème démocratique, au-delà même de la question des ordonnances. Mais après, bien évidemment, la question des ordonnances est un problème démocratique en soi. Alors, on poursuit et on joue à au jeu du qui a dit quoi, Bastien Lachaud? Qui a dit je ne vais pas tenir des promesses que je n'ai pas faites? Ça c'est fastoche, non? Qui a dit ça? Ça s'est passé à Marseille, hier. C'est Emmanuel Macron, et c'est le journal La Provence qui nous le raconte. Il est en visite à Marseille, parmi les applaudissements, des huées et des non à la loi travail. Une quadra sort de Pôle emploi et interpelle le président. On m'a dit qu'on n'avait pas le budget suffisant pour être formé, je fais quoi? Le président ne se démonte pas. J'ai hérité d'une situation et d'un budget. Je ne vais pas tenir des promesses que je n'ai pas faites. Mon gouvernement va voter un budget dans 3 mois pour mettre massivement l'argent sur la formation des jeunes et des chômeurs de longue durée. Je veux qu'on regarde les choses dans leur intégralité, pas dans la caricature. Voilà, un échange brut de décoffrage hier à Marseille entre le président et une quadra. C'est sa façon de parler finalement, de s'exprimer avec les gens, c'est un peu direct, un peu cash. Un peu cash et beaucoup d'enfumage. Moi, j'ai du mal à comprendre comment il va augmenter le budget de la formation pour les chômeurs, alors que dans le même temps, il explique que le budget global du pays va être en baisse de 16 milliards, au mois de juillet, il expliquait que le seul budget qui allait augmenter, c'était celui de la défense. Et puis là, depuis 15 jours, on a la ministre de la Justice, l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, et j'en oublie, qui expliquent que leurs budgets vont augmenter. Donc, ou Emmanuel Macron ne tient pas ses ministres parce qu'il ne respecte pas la feuille de route qu'il a donnée au mois de juillet, ou alors il nous explique partout qu'il va y avoir des augmentations et il y aura beaucoup de désillusions quand on regardera le budget. On poursuit, Ahmed. Qui a dit le Sénat doit incarner une opposition exigeante. Bon, ça doit être Gérard Larcher. Parce qu'à mon avis, c'est le seul en France qui croit encore à l'utilité du Sénat. C'est Gérard Larcher, vous avez bien vu, le président de la Haute Assemblée qui prévoit une victoire de la droite aux élections sénatoriales de dimanche. Gérard Larcher qui n'est pas d'accord avec les propositions de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui veut limiter à 1 le nombre de navettes entre l'Assemblée et le Sénat pour la création de la loi. Il peut décider seul, dit Gérard Larcher, c'est du ressort de la Constitution, mais si on
on limite à une seule navette, les députés risquent de confisquer la concertation au sein de la commission mixte paritaire. Hein. Le bicamérisme, ça n'est pas ça, conclut Gérard Larcher, voilà, président du Sénat qui ne veut pas perdre son pouvoir, Brigitte. On termine avec les dessins du jour. Allez, 4 dessins aujourd'hui, Oh non, c'est vendredi, non. on se fait plaisir. Oh non. On se fait plaisir. Le Pen et Philippot, hein, la rupture, ça inspire vos caricaturistes. Regardez cet excellent dessin de CAC dans l'opinion. Et voilà Philippot le martyr, tel Jésus-Christ, hein, sur la croix. Oups, la croix de Lorraine, hein, pour le coup. C'est son côté souverainiste gaulliste. Et Marine, visiblement agacée. Florian, descend de là. T'en fais trop. Le départ de Florian Philippot déstabilise le FN, nous dit Ouest France, hein, ça inspire chaud nu. Et voilà Philippot qui prend la porte, qui c'est qui se frotte les mains, c'est Papa Le Pen. Allons Marion, c'est bon, tu peux revenir. Bauer, dans le Progrès de Lyon, résume la situation. Hein. Au Front National, c'est la rupture. On est vraiment un parti comme les autres. Cette actualité se télescope avec une autre, à la mort de la femme la plus riche du monde, hein. Liliane Bettencourt, l'héritière du groupe L'Oréal, est morte hier à l'âge de 94 ans. Hein. Sa fortune et ses largesses étaient au cœur de nombreuses affaires judiciaires et politiques. Ça inspire le dessinateur Marc Large dans Sud-Ouest et ce message